Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur ce Facebook Live. Un premier débat en direct d'une série organisée par Etopia tous les jeudis du mois de septembre et début octobre autour de la crise du coronavirus et de la manière avec laquelle nous la traversons collectivement. Alors, cette crise sanitaire, on le sait, elle est devenue progressivement aussi une crise sociale, économique, psychologique et finalement aussi démocratique, puisqu'on voit à quel point elle met notre société en tension. On le constate avec des prises de position peut-être de plus en plus fragmentées, parfois clivées ou polarisées, avec aussi une méfiance peut-être grandissante d'une partie de la population à l'égard de l'autorité. Alors avec parfois des dérives qui sont même inquiétantes dans les prises de position de certains groupes, mais avec aussi et surtout, je pense, des questions légitimes, des doutes légitimes que des gens expriment et auxquels il convient d'apporter des réponses, des doutes et des questions qui méritent d'être entendus. Alors depuis le mois de mars, depuis que nous sommes entrés dans cette crise de la Covid-19, il y a une série de scientifiques qui sont apparus dans les médias, qui ont joué un rôle important, à la fois médiatique pour expliquer un certain nombre de choses, mais aussi pour conseiller nos différents gouvernements, avec des relations parfois houleuses avec les politiques, avec des controverses aussi scientifiques qui se sont exprimées progressivement, et puis aussi des critiques à l'égard de certains experts à partir de la société et de la part de certains citoyens. Alors, ce dont nous sommes convaincus chez Etopia, et c'est ce qui nous amène à organiser ce débat, c'est qu'il est important de considérer la diversité des opinions, des points de vue, des expériences de terrain, des disciplines comme une richesse, et qu'il est important que cette diversité d'avis et d'expériences puisse se rencontrer et dialoguer. Pour autant, nous pensons aussi que, s'agissant d'enjeux scientifiques, tous les points de vue ne se valent pas. On ne devient pas virologue en 3 soirées de surf sur Facebook. Mais ça n'empêche que dans le débat citoyen, dans le débat public, chacun peut être amené à avoir un avis, enfin, chacun a un avis sans doute, avec plus ou moins de doutes et d'incertitudes. Et ce n'est pas toujours la compétence qui diminue le doute d'ailleurs, on le sait dans le processus de réflexion, et que c'est important que chacun puisse se sentir entendu. D'où l'importance de ces débats que nous voulons mener aujourd'hui, permettre à différents points de vue d'exprimer et avoir chaque fois aussi des experts, parmi ceux qui ont été médiatisés, écoutés de façon peut-être plus intensive ces derniers mois, d'expliquer au moins et d'éclairer ce qui se passe. Et donc, je voudrais être clair en introduction, et je ne serai pas beaucoup plus long, avec 3 choses. Le débat ici que nous proposons, il vise à éclairer, à comprendre. On a volontairement décidé d'inviter aucun politique, parce que l'idée n'est pas de faire des polémiques sur les décisions qui sont prises, et chacun et chacune s'exprime à titre personnel et librement, sans représenter quiconque dans ce débat. Deuxièmement, et je pense que c'est important peut-être de le rappeler aussi, nous considérons que tous ceux que nous invitons sont de bonne foi et interviennent avec un certain sens, en tout cas avec la volonté de servir le bien commun. Et puis, peut-être aussi préciser qu'Etopia, en tant qu'ASBL d'éducation permanente, n'endosse aucune des prises de position des uns et des autres. Nous organisons, nous créons le cadre pour que le débat ait lieu. Alors, nous avons 4 invités de grande qualité ce soir, 2 qui sont sans doute déjà connus de pratiquement tous ceux qui nous regardent, 2 qui le sont peut-être moins jusqu'ici. Et j'accueille en premier lieu sur cet écran, si je puis dire, Eric Havlig. Eric Havlig qui est médecin, qui est diplômé de l'Institut de médecine tropicale, professeur en microbiologie et dans les domaines des maladies infectieuses. Elle a fait un doctorat sur la résistance aux antibiotiques au Cambodge, travaillé en Ouganda, puis en médecine interne dans différents hôpitaux, à Londres et à Leuven. Et elle est aujourd'hui chef de département à l'hôpital universitaire d'Anvers. Alors, en 2014, Eric Havlig est nommée coordinatrice Ebola sur la maladie Ebola au niveau national. Et puis, c'est en avril dernier qu'elle a été désignée présidente de ce fameux GIS, allez savoir, en tout cas, ce groupe d'experts en charge de la stratégie de sortie du confinement. Et c'est là qu'elle est devenue célèbre dans tout le pays. Bonsoir, Erika. Bonsoir. Nous accueillons aussi Emmanuel André, qui est également médecin, chercheur
est responsable d'un laboratoire au pôle des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire de Leuven. Il a travaillé au Congo comme spécialiste de la lutte contre la tuberculose. Et puis, il a été porte-parole pendant quelques mois, porte-parole interfédérale de la lutte contre la COVID-19. Et c'est ce qui l'a amené à pénétrer dans presque tous les foyers du pays par l'intermédiaire de nos petits écrans. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. De l'autre côté de la table, si je puis dire, il y a Caroline van der Meeren. Caroline qui est bio-ingénieure, alors docteur ou doctoresse, je ne sais pas ce que tu préfères, Caroline, en biochimie et biotechnologie. Caroline a travaillé pendant 12 ans dans l'industrie pharmaceutique, section, département, je ne sais pas comment dire, vaccin. Voilà. Et depuis 2 ans, elle est coach et formatrice, aussi essentiellement dans l'industrie de la pharma et de la chimie. Alors Caroline, on l'a repérée il y a quelque temps via des cartes blanches et puis aussi via une activité quotidienne sur les réseaux sociaux où elle analyse avec beaucoup de rigueur les chiffres qui nous parviennent de Belgique et d'ailleurs concernant le coronavirus, avec un regard critique, je pense qu'on le verra, Oui. peut-être aussi parfois, mais en échappant à toute tentation complotiste ou au procès d'intention, et je pense que c'est important. Et je sais que Caroline regrette déjà que notre débat ne dure qu'1 heure. Elle aurait peut-être aimé 5 ou 6 au vu des questions qu'elle a sous le carton. Et puis nous avons enfin Stéphane Orman, qui est médecin généraliste à Oufalise. Alors il dit de lui-même qu'il est un homme discret, qui ne demande pas de visibilité médiatique, mais pas de chance, un jour Ethiopia lui a téléphoné. Il fait partie de ces praticiens de la santé qui expriment leur étonnement par rapport à certains indicateurs qui sont utilisés pour décrire la situation ou par rapport aux mesures politiques qui sont prises. Ça lui a valu il y a quelques semaines une pleine page dans l'Avenir de Luxembourg, avec sans doute beaucoup de réactions. Il est aussi signataire de l'appel Belgique au-delà de la Covid, mais il nous l'a bien rappelé, il n'est ni auteur du texte ni porte-parole de cette dynamique. Voilà. Bonsoir. Pour les présentations. Bonsoir. Merci vraiment très chaleureusement à tous les 4 d'avoir accepté de participer à ce moment de discussion, de dégager du temps pour ce débat. Ce moment qu'on va diviser en 3 temps. La situation, où en sommes-nous par rapport à la crise sanitaire ou par rapport aux crises que nous traversons, comment mieux gérer et traverser cette crise, et puis quelles leçons peut-être déjà en tirer pour le futur. Et peut-être avant de commencer cette discussion-là, j'avais envie de poser une question spécifique à Madame Vlieg, parce que je l'ai rappelé il y a un instant, il y a des experts qui ont été fortement médiatisés depuis quelques mois, avec une série de tensions. On avait des tensions entre les experts, les scientifiques et le monde politique. On avait des controverses dans le monde scientifique. Et puis progressivement aussi d'expressions de critiques, voire d'agressivité, voire de menaces de la part de certains citoyens. Donc, situation quand même un peu difficile liée à cette exposition. Vous avez pris une initiative hier de rassembler toute une série de chercheurs pour une journée de travail. Je voulais vous demander comment vous vivez cette situation aujourd'hui et qu'est-ce qui vous semblerait permettre d'améliorer les conditions du débat public par rapport à cette crise. Madame oui, alors, merci pour cette question parce que c'est une grande question. D'abord, peut-être un peu sur les tensions. Une chose, pour être honnête, une chose que nous n'avons pas vécue, c'était des tensions entre les experts biomédicaux entre nous. C'était pas pour rigoler qu'on venait de dire que Emmanuel et moi venaient de la même bulle. Comme en groupe, comme experts, on s'entend très bien et bien sûr, il y a des nuances par ici, par là qui sont différentes, mais en général, nous avons en gros un peu les mêmes idées. Mais bien sûr, le monde des experts, le monde académique est beaucoup plus large que cette petite groupe, heureusement. Et il y a bien sûr des grandes différences, grandes ou moins grandes, des différences d'opinion, d'idées, d'interprétation des données. Et ça peut donner controverse. En soi, ce n'est pas abnormal. C'est une chose qui arrive toujours dans le monde académique. Un congrès
biomédical est toujours plein de discussions. Donc là, on ne se fait pas trop de soucis. Mais ici, nous sommes dans une situation complètement nouvelle, avec un grand défi, un défi sociétal qui demande pour prendre des décisions pour lesquelles nous avons très peu de données, très peu pas d'expérience, très peu de données, très peu d'évidence. Donc, il faut un peu naviguer, je ne dirais pas complètement à l'aveugle, mais naviguer avec les petites choses que nous avons et un certain raisonnement commun. Et est-ce qu'il est possible qu'il y a d'autres positions et possibilités? Oui, donc ça, ce n'est pas abnormal, mais ça a été élargi un peu récemment, mixte aussi, peut-être avec des conflits interpersonnels ou des gens, bref, qui n'étaient pas contents, y ajouter tout le monde, on en a marre, y compris nous tous. On veut quelque chose d'autre, on veut reprendre la vie normale, etc. Donc, c'était un peu la combinaison de tout cela, je pense, qui a causé que ça bouille un peu. Et ça fait déjà des semaines que, comme groupe de ex-GIS experts, qu'on se dit il faut qu'on enrichisse, qu'on élargisse ce débat médical et académique. Il faut s'élargir la base, il faut discuter. Et voilà, on avait y pensé et avec tout cela, ça a pris un peu de vitesse et on s'est dit, OK, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas une réunion scientifique interdisciplinaire pour discuter de tout ce qui nous arrive et pour discuter aussi surtout les choses qui sont sur la table et qui devraient être discutées. Et ça a eu lieu hier. On a organisé ça dans une dizaine de jours, mais néanmoins, c'était très intéressant, je pense, pour tous les gens, et l'atmosphère était très, très bonne, très coopératrice, bonne dans le sens qu'on était heureux d'être là et de pouvoir se discuter et de pouvoir, je dirais, quasi jouer avec les données et essayer de comprendre ensemble où sommes-nous et où est-ce qu'on va. Merci. Je me rappelle cette phrase que j'aime beaucoup d'Edgar Morin. Nous naviguons dans un océan d'incertitude entre quelques archipels de certitude. Parce qu'on a souvent été dans cette situation de navigateur un peu perdu absolument. sur cet océan d'incertitude. Et il faut absolument reconnaître cela. Voilà, mais où en sommes-nous aujourd'hui dans cette crise après quelques mois, après quand même beaucoup de choses qui ont changé dans la situation, puis sans doute des choses qui se sont clarifiées. Alors, il y a ceux qui disent que la crise est finie, que la pandémie est finie. Il y en a même qui disent qu'elle n'a jamais existé. Hein, mais bon. Et puis, il y a ceux qui annoncent la deuxième vague imminente, pire que la première. Quelque part entre ces deux pôles, quelle est votre analyse de la situation? Alors, en quelques mots, peut-être en commençant par vous, Emmanuel André. Bon, ça, je pense que aujourd'hui, on est dans un deuxième temps. Le premier temps, on ne va pas trop s'y attarder parce qu'il est celui qu'on a connu. Et oui, il y a eu une attitude par rapport à ce nouveau phénomène d'une ampleur extrêmement importante où des décisions drastiques ont été prises. Aujourd'hui, on est dans un deuxième temps. Ce deuxième temps, il commence par le moment de l'évaluation, de la critique. Cette évaluation, elle se fait au Parlement, elle se fait dans les médias, elle se fait dans la population. Tout le monde donne maintenant sa critique, elle est saine par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, on rentre dans ce temps aussi de la gestion dans la durée. Et par rapport à ça, c'est normal que des opinions s'expriment, et ces opinions, par définition, elles seront différentes, parce que cette gestion dans la durée, elle est autour de certains équilibres. On a quelques solutions qui fonctionnent pour gérer ces crises, pour modérer la transmission du virus dans notre communauté. C'est le fait de ne plus avoir de contact ou moins avoir de contact, le fait de mettre des masques un peu tout le temps, le fait de procéder à un certain nombre de gestes barrières. Et la gestion de cet équilibre, c'est des choix. C'est où mettre un peu plus ou un peu moins.
des quelques solutions qu'on a aujourd'hui sont toutes des solutions non médicales. Aujourd'hui, on n'a pas de vaccins, de médicaments extrêmement efficaces. Donc, on doit combiner une série de solutions totalement non médicales, mais qui, du coup, impliquent beaucoup plus la communauté et nos comportements au quotidien. Et donc, je crois que c'est parce qu'on a le choix aujourd'hui que le débat est d'autant plus important et qu'il est d'autant plus nécessaire. Ce qui est important, c'est au-delà de ce débat, de créer de la cohérence dans le discours, dans la cohérence aussi dans les décisions qui vont accompagner cette durée, parce que c'est ça qui crée ce désengagement de la société, c'est quand on manque de cohérence et aussi quand on doit changer trop souvent. Et cette épidémie, elle peut évoluer très rapidement, on l'a déjà vu. Donc, comment créer de la stabilité, de la durée pour tenir aussi d'un point de vue santé collective, y compris la santé mentale de tout le monde, hein, moi y compris en tant que citoyen. Je pense que voilà, on doit créer ce débat, mais ce débat doit aboutir à un projet, un nouveau projet collectif. Et ce projet, il doit être porté par un maximum de personnes et plus par quelques-uns, comme on l'a vu, parce que la situation d'urgence le nécessitait aujourd'hui, par le passé. Aujourd'hui, on est dans un autre type de situation. Merci. Madame Lick, vous voulez ajouter quelque chose sur ce constat de la situation avant de passer la parole à nos interpellateurs? Non, enfin, il y a toujours des choses à ajouter, mais ça viendra au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, Caroline Van der Meer, c'est à vous. Oui, voilà. Alors, je remercie Monsieur André parce qu'il a involontairement répondu à une de mes questions qui était, pour moi, la plus grosse critique que j'ai émise depuis le début et qui reste valable aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu une vision claire sur quel était l'objectif de la Belgique. Et pour moi, ce qui se passe depuis le début, c'est que comme on n'a pas un objectif clair de ce qu'on essaye de réaliser, on ne sait pas exactement sur quelle base on prend des décisions. Et les spécialistes des maladies infectieuses, c'est évident que leur objectif va être d'éviter la transmission du virus. Je peux le comprendre, je peux l'accepter, je respecte, mais il y a un moment donné dans une gestion de crise de société et de crise sanitaire, l'objectif, ça doit être d'essayer de trouver la meilleure combinaison pour limiter au maximum les dégâts de toutes sortes, et entre autres épargner des vies. Et je vais dire, si je prends un exemple pour moi, un raté qui n'est pas excusable par la situation de crise, parce qu'on n'était pas en soi dans une situation de crise au moment où ça s'est passé, c'est ce qui s'est passé ici cet été, où par des mesures, alors que le Risk Assessment Group avait fait un rapport en mai qui disait qu'en cas de canicule, il allait être important de réfléchir à voir s'il n'y avait pas un intérêt à assouplir les règles de maîtrise des contaminations. Pour des raisons que j'ignore, ceci n'a pas du tout été considéré cet été. Et la réalité est que nous avons cet été l'été le plus meurtrier que la Belgique ait jamais connu, alors qu'on n'a pas eu la canicule la plus sévère que la Belgique ait jamais connue. Ça se vérifie dans toutes les couches d'âge de la société. Et je vais dire, et ceci est principalement dû aux mesures qu'on a prises pour éviter des décès dus au coronavirus qui sont anecdotiques par rapport aux décès qui sont dus aux mesures pour empêcher la circulation du virus. C'est un exemple pour moi de quand on n'a pas un objectif clair et qu'on se focalise sur un détail, quelque part, d'un problème de société, parce que c'est pas un petit détail, mais ça doit être pris dans une perspective globale, eh bien, on finit par prendre des décisions qui se révèlent extrêmement dommageables, alors que c'était anticipé, puisque déjà au mois de mai, les experts du Risk Assessment Group avaient souligné que ceci était un problème, un risque à anticiper, et que donc on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Okay. Donc, comment mieux gérer la question des objectifs. Autre chose par rapport à la situation telle que vous la décririez aujourd'hui? Sinon, on passe. Alors pour moi aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment un point qui est, il y a un manque de pragmatisme, il y a un manque je vais dire, et j'ai un problème vraiment depuis le début de cette crise, et qui est un problème de scientifique à scientifique, que je vis parfois dans l'industrie,
Et je trouve, Madame De Vlieg, avant, dans la discussion qu'on avait hors antenne, a dit, voilà, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Alors, l'humanité a déjà vécu, et je veux dire, le monde a déjà vécu, et la Belgique a déjà vécu des épidémies graves, sévères. La réalité, c'est que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une épidémie où on a des techniques qui permettent de mesurer le déroulement de l'épidémie hors d'indicateurs macroscopiques qui sont ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Et là, je pense que on a perdu quelque part un point qui est on n'a plus regardé les vrais indicateurs de la vraie vie, on ne fait plus confiance à la technique. Et par exemple, l'indicateur PCR est pour moi le plus mauvais de tous les indicateurs. Il mélange, la courbe mélange des pommes, des poires, enfin je l'ai dit dans un post, c'est une salade de fruits, il y a des pommes, des poires, des noisettes, des cacahuètes et tout ce qu'on veut, parce que, et ça n'est pas un graphique qui est scientifiquement pertinent. Je veux dire, n'importe quel scientifique vous dirait, celui-là, vous savez pas ce que vous pouvez en faire parce que il y a pas deux séries, il y a 8 séries de données l'une à côté de l'autre qui ne sont pas comparables sans correction. Je vais t'interrompre. Deux grandes remarques, une sur le manque d'objectifs et une sur la question de quel est l'indicateur pertinent pour analyser, pour observer, pour comprendre une crise. Je vais passer la parole au docteur Orman. On rassemblera les deux interpellations et puis vous aurez bien sûr l'occasion de répondre. Je prends note des différents points. Oui, docteur Orman. Oui, donc le début de la crise, c'est vrai que c'était très, très difficile à gérer. Là, il y avait beaucoup de possibilités qui s'offraient. Et on ne peut pas reprocher aux experts d'avoir choisi ce mode de travail-là par rapport à d'autres pays. Par contre, ce qui me gêne très, très fort, c'est depuis le déconfinement, quand on voit les propos tenus par les experts tous les jours comme ça devant les gens, avec des propos dramatisants quand on voit les courbes, ça, je trouve extrêmement choquant. Et on a créé au niveau de la population vraiment 2 clans à un moment. Les clans qui écoutaient les médecins un peu rassurants et les clans qui obéissaient les yeux fermés aux experts. Et on a vu des tensions énormes sur les réseaux sociaux, beaucoup plus, je trouve, dans le sens les gens qui étaient pour les masques par rapport aux autres, qui traitaient les autres personnels de criminels, d'assassins, parce que certains n'osaient pas mettre les masques. Et le discours des experts qui a continué comme ça a dramatisé un état qui ne l'était plus à l'époque. Quand on regarde les courbes d'hospitalisation, comme je l'avais mis dans mon texte, qui sont en fait les courbes représentatives de la situation actuelle, même si on a un léger décalage par rapport à l'épidémie qu'on dit. Mais ces courbes-là, il n'y a pas d'ascension des cas d'hospitalisation, au niveau des soins intensifs non plus. C'est quand même des trucs très, très rassurants. Et on aurait pu à ce moment tenir, de la part des experts, un discours plus rationnel qui aurait permis aux gens d'obéir et de garder une unité au niveau de la population. Les 3-4 premières semaines de la crise, tout le monde était uni. On applaudissait à 8 heures, et maintenant on a 2 clans qui se font presque la guerre. Et ça, je trouve ça dramatique. Merci. Voilà, donc il y a 3 choses, objectifs, indicateurs, et puis c'est lié d'ailleurs, dramatisation, cette peur qui est omniprésente et peut-être entretenue par certains discours et d'une certaine manière qui clive la population. Qu'est-ce que vous souhaitez répondre? Madame Vlieg, peut-être d'abord. Ok, merci. Alors, d'abord sur le but. D'abord, il faut être clair que on parle pour soi-même et on ne peut pas toujours prendre responsabilité pour la manière de la gestion en général. Comme je dis toujours, nous avons comme conseilleurs, comme experts, je prends responsabilité pour les choses que nous avons conseillées et pour les choses que nous avons dit. Mais l'entièreté de la gestion de la crise, c'est une chose assez complexe qui est politique aussi et dans beaucoup de choses de la gestion en soi, y inclut les difficultés de communication. Ça aussi pour nous, c'était à des moments assez frustrant parce que ça ne correspondait pas à ce que nous avions conseillé ou que nous avions en tête. Mais ceci en dit, pour le but, je pense quand même dans la première vague, pour ainsi dire, au mois de mars et avril, là, je pense que le but a été communiqué comme le premier but, c'est que notre système de santé ne soit
ne soit pas débordé par des gens très malades, que notre capacité de USI n'est pas complètement dépassée, puisqu'on on voyait la vague de cette épidémie venir et on avait cet exemple effrayant de l'Italie qui était quand même, on ne pouvait pas se fermer les yeux. L'Italie et surtout le nord, la partie du nord, c'est un pays comme le nôtre. Et si ça pourrait arriver là, il n'y avait pas beaucoup de garanties que notre système ne serait pas débordé non plus. Et il a fallu quand même pas mal de travail et aussi des échanges de patients, etc., entre les hôpitaux pour être sûr que tous les hôpitaux pourraient faire leur travail. Ce n'est pas juste par hasard que la mortalité était surtout au début de cette vague très haute. Donc, je pense que là, ça a été communiqué assez clairement que ça, c'était le premier but. Et puis, le but après, dans la phase du déconfinement, le but était, bon, on va essayer de rouvrir la société petit à petit, étape par étape, mais en essayant de ne pas laisser l'épidémie s'échapper à nouveau parce que ça peut reprendre. Et alors là, les lits sont encore remplis des gens. Mais puis est venu l'été, où bien sûr nous sommes entrés dans une phase différente où on avait une belle descente du nombre de cas. Et entre-temps, on avait aussi un changement de ce qu'on appelait un cas. Un cas au mois de mars et avril, c'était des gens assez malades. Au mois de juillet, c'était des cas pas forcément malades, mais des cas portant le virus. Et, je laisse la discussion sur la valeur du test PCR pour Emmanuel tout de suite. Mais bon, ceci en dit. Mais là, au mois de juillet et août, au début juillet, on a vu, surtout par exemple à Anvers, on a vu le nombre de cas monter. C'était pas seulement juste un chiffre, c'était aussi, on recevait des coups de fil des médecins de plusieurs quartiers à Anvers qu'ils étaient déjà très vite débordés des cas. Donc, c'était pas imaginaire, c'était réel. Et on a vu aussi assez vite voir venir les gens en hôpital, pas dans les dimensions énormes comme on a eu au mois de mars et avril, parce que bien sûr la dimension de l'épidémie, on était beaucoup plus bas sur la courbe exponentielle. Mais là, et ça peut-être, c'était clair pour nous, mais peut-être pas pour le reste du pays. Le but, c'était de garder sous contrôle la transmission qui est à un certain point inévitable, mais à la garder sous contrôle sous un certain point, ainsi que la circulation ne vient pas à un niveau trop haut, parce que si ça devient à un niveau trop haut, tu vois que ça commence déjà dans les hôpitaux. Et tous les patients qui ne sont pas venus dans les hôpitaux, ce sont aussi des cas qu'on a essayé de prévenir. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose que je voulais dire sur est-ce que c'est la première fois qu'on a une telle épidémie, oui ou non? Oui, évidemment, comme monde et comme pays, nous avons vécu des autres épidémies graves. Évidemment, c'est vrai. Nous avons eu des épidémies de grippe, nous avons eu avant des épidémies de choléra et même de la peste au Moyen-Âge, etc. Mais bon, depuis les années, disons, 90 ou 80, bon, ok, nous avons eu la H1N1, mais c'était quand même rien en comparaison avec celle-ci. C'était quand même différent, hein? C'était numérique. Pour moi, ça, numérique, c'était impressionnant, mais ok, nous avons eu des cas et pas mal de cas et c'était un bon exercice, mais c'était quand même différent aussi en termes d'impact. Et aussi, la société a changé.
avec l'expérience d'avoir travaillé en Afrique aussi, qu'est-ce qu'on accepte encore comme risque, comme impact d'une certaine épidémie, comme société? Et ça, c'est un point à discuter. Qu'est-ce qu'on accepte encore? Est-ce qu'on accepte? Quel taux de mortalité est-ce qu'on accepte? Troisième chose, et puis j'arrête pour laisser la parole aux autres. La note de surmortalité pendant l'été, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord si j'ai bien compris. Est-ce que vous dites maintenant que toute la surmortalité pendant la canicule est due aux mesures du Covid? Ça, je pense que c'est quand même une corrélation assez étroite et directe. Je pense que là, je suis tout à fait d'accord que dans les maisons de repos, il faut quand même revoir la manière dont on travaille, etc. Mais pour lier directement la surmortalité totale liée à la canicule et la lier également aux mesures de Covid, ça, je trouve un peu, comme on dit en flamand, kort door de bocht. Ok, alors je vais juste me permettre, j'ai juste un graphique et je vous l'enverrai par mail si vous voulez. C'est la comparaison sur 6 années de la mortalité année en année. Alors on voit bien la mortalité, mais ça c'est la mortalité de cet été et je vous dis, 2020 n'est pas une année de canicule sévère et il y a de la surmortalité chaque été pendant la canicule, mais voilà à quoi ça ressemble les autres années et voilà à quoi ça ressemble cette année-ci. Alors je ne dis pas que les mesures sont les seules responsables de la surmortalité, parce qu'il y a de la surmortalité en été chaque année en période de canicule. Je dis que cette année-ci, c'est l'été le plus mortel de tous les étés qui sont enregistrés, et vous pouvez aller regarder les données StatBel si vous voulez, en Belgique, et que alors qu'il n'y a rien dans la canicule ou quoi que ce soit qui puisse l'expliquer, or c'est juste corrélé avec la période de canicule. Et les mesures, par exemple, ma fille a été à une cure de plein air, une des semaines de canicule, elle y a passé une journée, je l'ai récupérée à la fin de la journée, j'ai téléphoné en disant qu'il était hors de question que je la remette une deuxième journée parce que c'était une enfant de 5 ans qui est revenue en étant complètement, à la limite déshydratée alors qu'elle avait bu, parce que les conditions dans lesquelles les enfants étaient gardés à cause des mesures étaient intolérables. Alors c'était les mesures avec les circonstances de comment l'organisation était, mais quelque part, les mesures ont mis les organisateurs dans une situation où ils se sont transformés quelque part pour certains, en situation de torture d'enfants, parce que, par exemple, il n'y avait pas le droit d'aller dans les bois parce qu'on risquait de croiser quelqu'un et de faire éclater la bulle. Il n'y a aucune procédure qui dit qu'on ne peut pas laisser boire un enfant. Je trouve ça complètement exagéré. Ils ont bu. Je dis, même si elle avait bu, elle était franchement presque déshydratée. Mais il y a une procédure. Donc, on est souvent, et on va y revenir certainement, sur cette question de trouver l'équilibre entre le bien fondé d'une mesure et ses effets collatéraux. On a une question après. Exactement. Il y a énormément d'effets secondaires des mesures qui ont été prises. Quand on voit on va y revenir, mais d'abord laisser la parole à Emmanuel André par rapport entre autres au test PCR, et puis on revient à vous, docteur. Ouais. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire, mais je vais essayer d'être court et synthétique. La question des objectifs, qu'est-ce qu'on poursuit? Oui, c'est quelque chose de fondamental. Il faut savoir ce vers quoi on va. Et comme a dit Erika, je pense qu'au début, l'objectif il était centré sur le système de soins. On voulait préserver notre système de soins, sa capacité à répondre. Aujourd'hui, l'objectif, il est beaucoup plus fixé sur la santé. On est passé d'un focus sur sauver les hôpitaux, quelque part, à s'intéresser à la santé des personnes et aux équilibres de notre société, c'est-à-dire à l'économie notamment, et quand je parle de santé, je parle aussi de santé mentale et de tout ce qu'il y a autour. Et donc, on est rentré dans des objectifs beaucoup plus complexes et beaucoup plus multidisciplinaires où on doit prendre en considération énormément de choses supplémentaires. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on peut chiffrer cet objectif? Et on aimerait bien pouvoir dire oui, on est d'accord d'avoir 200 hospitalisations tous les X temps ou que sais-je, et de se dire ok, ça c'est ce qu'on accepte en tant que société. Mais le problème, c'est qu'on est dans une épidémie qui n'a pas une croissance linéaire. Quand les choses dérapent, elles dérapent de façon exponentielle. C'est une personne qui affecte 2 personnes, ça fait 2, 4, 8, 16.
Et c'est quand on arrive à implémenter ces gestes barrières, eh bien, là, on peut maintenir une ligne droite à condition qu'elle soit horizontale. Mais dès que ça grimpe par définition dans une épidémie de façon exponentielle. Donc, ce qu'on doit rechercher, c'est l'équilibre. Et ce n'est pas un plateau chiffré, puisque le plateau, l'équilibre, il peut être en haut ou en bas, ce sera les mêmes mesures pour maintenir l'équilibre. Ça, c'est quelque chose que faut probablement mieux apprendre à communiquer. Et quand je parle de communication, oui, je pense qu'on a eu des erreurs de communication. Oui, je pense aussi qu'il y a une évolution du discours avec l'évolution de l'épidémie, l'évolution des connaissances, et que ça a créé un certain nombre de problèmes. Il y a aussi des discours divergents. Il y a aussi, et ça il faut aussi le nommer, c'est la façon de traiter l'information par les médias. Il y a eu certains exemples malheureux de comment faire dire des choses à quelqu'un. J'ai eu l'expérience personnelle, par exemple, dans un journal néerlandophone, qui dit, Emmanuel André dit, il faut un lockdown pendant 1 an. Je n'ai pas dit ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dans les 5 minutes qui suivent, tous les journaux francophones citent ça et créent cette espèce de climat de peur sans prendre la peine de vérifier l'information. Et donc, on est allé dans parfois des épidémies de transmission d'informations, parfois qui étaient correctes, mais quand elles sont incorrectes, elles génèrent évidemment, et c'est toujours celles qui font le buzz. Parce qu'il y a eu la guerre du clic dans les médias. Et ça, il faut faire extrêmement attention aussi dans comment la façon dont l'information a été gérée. Il y a un écho, je ne sais pas si on peut se mettre sur mute. Alors, maintenant, avant d'aller au test PCR, il y a cette question des mesures. Et puis, il y a les mesures. Le type de mesures qu'on peut prendre, ça c'est l'avis des experts. Hein. On peut travailler sur tel ou tel type de mesures. Et puis, alors, il y a la décision de les appliquer et la façon dont on les applique. L'application des mesures. Oui, procéder à l'excès, à des mesures dans l'excès, parfois c'est justifié par ceux qui l'appliquent de cette façon-là, par le fait que si on ne l'oblige pas, si on n'est pas extrêmement strict, personne ne le fera et donc ça ne servira à rien. Donc il y a des gens dont le métier, la fonction, notamment politique, est de veiller à la décision et l'application des mesures. Et parfois, il y a une surinterprétation des mesures. Certaines personnes se sont surconfinées par rapport à ce qui était proposé, d'autres personnes sous-confinées. Donc, il y a toujours une variation autour du thème, et ça, c'est important de le savoir aussi. Et donc, y compris, par exemple, dans les milieux, dans certains milieux, que ce soit chez les vieilles personnes, les plus jeunes, etc., il y a eu parfois une surapplication des mesures. Alors, on peut remettre en question l'ensemble de la chaîne, de ceux qui ont recommandé, qui ont décidé, qui ont fait appliquer, etc. Mais probablement qu'il y a eu un dysfonctionnement à chaque niveau. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir aussi recalibrer. Quand on est dans des excès, il faut savoir recalibrer. On est dans un monde où, quand il y a des choses qui vont dans un mauvais sens, on est capable de reprendre un peu la main pour réinstaurer de la cohérence. Alors, bon, ici, ce discours par rapport à la PCR et des salades de fruits, je trouve que c'est malheureusement un exemple de comment, avec un discours simpliste, on peut être totalement à côté de la plaque. La science n'est pas simple. Et expliquer les choses avec des salades de fruits, ça peut être appétissant, mais il faut être cohérent. Une PCR, c'est un test qui détecte, une PCR en temps réel, la quantité d'ARN du virus. Cette quantité, elle est liée à la quantité de virus. Aucun test n'est parfait. D'ailleurs, les professionnels des tests de laboratoire sont les premiers toujours à insister sur les limites de chaque test. Mais le problème, c'est quand on fait un grand melting pot de choses qu'on a cru comprendre et qu'on en fait sa propre théorie. Ici, je pense... Je vais me permettre de vous arrêter. Je suis docteur en biotechnologie. Hein. Je ne fais pas un melting pot d'interprétation sur le test PCR. Hein. Faut quand même pas exagérer. Je ne suis pas madame n'importe qui dans sa cuisine a cru qu'elle avait compris comment fonctionne un test PCR. Alors peut-être qu'utiliser le langage des fruits, pour vous, c'est un langage simpliste, mais il se trouve que moi, ça fait 6 mois que j'essaye de parler aux gens pour qu'ils comprennent. J'ai expliqué aux gens ce que c'était un test PCR. Je leur ai expliqué justement, et ils semblent avoir compris qu'est-ce qui faisait qu'un positif est un positif et qu'il n'y a pas tant de faux positifs, sauf que tous les positifs ne veulent pas forcément dire la même chose, ça c'est vrai. Et que pour moi, quand je dis c'est une salade de fruits, c'est la courbe. Le fait de mettre l'un à côté de l'autre des
des nombres de résultats de tests. Quand on ne teste que les personnes hospitalisées. Puis après, quand on teste les personnes hospitalisées, plus du dépistage des personnes dans les maisons de repos. Et puis quand on teste au déconfinement les personnes qui sont toutes symptomatiques. Et puis qu'on teste pendant l'été n'importe qui se présente ou qui part en vacances, ce n'est pas une courbe scientifiquement relevante puisque vous alignez les uns à côté des autres des séries de résultats qui ne sont pas comparables sauf à implémenter des facteurs de correction qui prendraient en compte les changements de stratégie de testing, ce qui n'est pas fait. Je pense que ça c'est bien compris. On va laisser poursuivre alors Emmanuel André. Oui. Donc, maintenant j'ai mieux compris votre critique. Donc ce n'est pas une critique du test PCR qui, oui, a ses limites, c'est plutôt une critique de qu'est-ce que représente ce nombre de positifs dans le décours de l'épidémie. Et donc, là, c'est certain que si on veut comparer le nombre de positifs, la première vague par rapport à ce qu'on appelle la deuxième vague, la deuxième accélération, on arrive à la même échelle, alors qu'on n'est pas du tout dans la même échelle. Là, on est bien d'accord. La première vague, le nombre de positifs représentait vraiment le sommet de l'iceberg. On était ridiculement mauvais dans notre capacité à refléter la réalité, puisqu'on savait qu'on ne testait qu'une fraction des malades, ceux qui étaient, comme l'a dit Erika, les plus gravement malades. On le savait, et dès qu'on annonçait ces résultats, on disait « attention, ceci est une sous-estimation de la réalité ». Mais c'était les chiffres qui étaient présentés, on les accompagnait systématiquement, ou le plus souvent possible, de ce type d'explication. Aujourd'hui, et au décours de cette épidémie, avec l'augmentation de la capacité à réaliser des tests dans notre pays, on a pu étendre les critères. Et donc, oui, aujourd'hui, on teste aussi beaucoup de personnes asymptomatiques. Donc, on couvre beaucoup plus les personnes à tous les stades, à tous les niveaux de criticité de la maladie. Et donc, oui, aujourd'hui, on est dans autre chose. Et c'est vrai que la façon de représenter, si on représentait l'épidémie uniquement avec les tests positifs, ce serait totalement incorrect. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de modèles qui sont utilisés pour expliquer vraiment la différence entre ces deux phénomènes. Mais c'est vrai que l'attention, elle a été portée de façon très, très forte sur ces chiffres de positifs tout au début. Et donc, les gens ont continué à utiliser ça comme indicateur référent. Et donc, en fait, le problème, ce n'est pas que la PCR est mauvaise, c'est que l'accompagnement de l'interprétation de tous ces chiffres a peut-être été, peut-être dans certains milieux, à travers certains canaux, à un moment insuffisante pour bien expliquer ce qui se passait. Et donc, oui, ce besoin de communication, d'explication, de contextualisation est toujours hyper important. Là, on est d'accord, mais donc pas la PCR, mais la communication qui accompagne ce type d'évolution de l'épidémie. On a eu beaucoup de communication quotidienne sur juste le nombre de tests positifs qui, en effet, manquait singulièrement de contextualisation. Et quand les gens s'en rendent compte, quelque part, ça contribue aussi à créer du doute. Je voudrais donner la parole à Stéphane Ormand qui trépigne un petit peu par rapport, entre autres, à cet enjeu des effets collatéraux des mesures. Peut-être juste avant de vous donner la parole, j'ai une question d'un internaute, si je puis dire, qui va certainement être liée, qui dit, lui, une personne, Vincent, qui est lourdement handicapé, qui bénéficie donc d'un accompagnement et de soins quotidiens, et qui dit, mais voilà plusieurs mois que les personnes qui m'accompagnent sont masquées, qu'il y a une très grande réticence au toucher, et donc toute une série de conséquences psychosociales par rapport à cette difficulté d'accorder des soins suffisamment chaleureux et proches. Et donc, il se demande quand ça pourra s'arrêter. Est-ce qu'on est capable de prendre en compte cet équilibre entre la mesure prophylactique, je vais dire, et ses conséquences? C'est peut-être aussi dans ce registre-là que vous voulez intervenir, docteur. Ah, je peux aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ça rentre un peu dans l'effet secondaire du Covid, où on a abandonné énormément de soins à tous les patients qui en avaient besoin. Donc, que ce soit les patients plus âgés dans les homes, avec le phénomène de glissement qui était là, et probablement que l'effet canicule est en grande partie dû à ce phénomène-là, où on a des gens qui sont demandeurs de revoir leur famille, les enfants et autres, mais on leur interdit. Les mesures qu'on prend maintenant, en fait, servent à protéger uniquement ces gens-là. Quand on regarde les chiffres de mortalité en Belgique, on a des pourcentages relativement effrayants. Les gens, je pense, ne sont pas au courant de ça, mais le pourcentage de population qui est atteinte dans la population jeune, dans les moins de 45 ans, par exemple, au niveau des décès,
on est à 46 ou 47 décès aujourd'hui dans cette population-là, qui représente 6 millions d'habitants. Donc, c'est une mortalité pour les jeunes qui est quasi nulle par rapport à d'autres pathologies qu'on a maintenant. Donc, on essaye de protéger des personnes âgées qui ne sont plus demandeuses de cette protection. Alors, on a un discours, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement, les experts ont pris beaucoup de paroles. Quand on parle qu'on évite une reprise de l'épidémie maintenant, je pense qu'il y a moyen d'avoir une autre vision de l'épidémie aussi, en se disant que la première vague qui est passée était la seule vague qu'on risquait d'avoir. Les chiffres qu'on a depuis le mois de juillet, quand ça a recommencé légèrement, étaient des chiffres qui, en mars, quelques jours après, montraient une augmentation énorme du pic. Donc, à partir du 15, les chiffres du Censano qu'on a démarrent le 15. Les chiffres qu'on avait au mois de juillet devaient correspondre aux chiffres du 12 ou du 13. Et quand on voit en une semaine le taux de mortalité, d'hospitalisation qu'on a eu, c'était énorme. Les mesures, à l'époque, on est passé aux mesures de confinement strictes qui n'ont visiblement pas été très efficaces. Parce que si elles étaient fort efficaces, dans les 14 jours qui suivent la prise des mesures, on aurait dû avoir une chute drastique des hospitalisations, ce qui n'a pas été le cas. Les hospitalisations sont maintenues encore très longtemps. C'est que le virus continue à circuler malgré des mesures de confinement extrêmement strictes. Les mesures qu'on a prises maintenant avec la bulle de 5, et il y a une étude de l'université de Gand qui avait été faite il n'y a pas longtemps, qui montrait que seulement 30% des gens respectaient cette bulle de 5. Donc ça voudrait dire qu'une mesure prise qui n'est pas respectée par les gens est efficace. C'est quand même assez surprenant, ça, hein. La même chose pour les masques. L'utilisation actuelle des masques, on voit les gens, ils poignent dedans, ils les mettent dans le sac. Donc le masque utilisé comme il est utilisé maintenant n'a plus aucun effet. Et si l'épidémie ne reprend pas, ce n'est pas grâce aux mesures qui sont prises. On a des gens partout, aux terrasses de café maintenant. Dans notre village, à Aufalise, on a eu des groupements de 1000 personnes quasi quotidiennement pendant tous les mois d'été. On est à 0,4 depuis 3 mois. Donc, il y a une autre raison pour laquelle l'épidémie ne reprend pas. Et moi, je pense sincèrement qu'on est arrivé au bout de notre vague d'épidémie pour la Belgique. J'exprimais, c'est pour la Belgique. Et un des graphes qui m'intéresse très fort, c'est le graphe de mortalité par 100 000 habitants qu'on a, que ce soit pour l'Europe ou pour le monde. Et on a quelques pays qui sont tout en haut du graphe. Dans ces pays, on retrouve les Pays-Bas, la Suède, qui n'ont pas eu un confinement quand même très strict. On a l'Angleterre, qui a eu un confinement un peu balbutiant au départ, puis qui a essayé de rattraper les coups. On a l'Italie, la France, l'Espagne et la Belgique. Donc tous ces pays-là sont dans une même zone de mortalité par 100 000 habitants. À côté de ça, des pays comme l'Allemagne ou le Luxembourg, qui ont été très stricts au départ, en faisant un testing énorme, et encore beaucoup plus bas, le Japon ou la Corée du Sud, sont des pays où probablement le pourcentage de personnes qui doit être contaminées par le virus n'a pas été atteint. Alors, quand on parle d'immunité collective aussi en Belgique, ce que j'espérais au début de la crise, puis je me suis dit on n'y arrivera peut-être pas, il faut essayer de la voir autrement. L'immunité collective, ce n'est pas 85% de la population qui a fait le virus. C'est 15% de la population qui ne l'a pas encore fait. Et j'explique un peu les chiffres, ce n'est pas toujours peut-être pas très clair. La Suède a montré que 20% de leur population, apparemment à Stockholm en tout cas, avait contracté le virus, d'après les sérologies. On a pas mal d'études maintenant qui montreraient que les anciens coronavirus pourraient laisser une protection chez les gens. Et toujours l'université de Gand avait fait une étude sur les récepteurs ACE2, donc qui est la porte d'entrée du virus au niveau de la cellule, et qui montrait qu'on a des variations au niveau de la forme du récepteur qui ferait que certaines personnes pourraient être protégées par l'entrée du virus. Et si on fait la somme de toute cette population-là, on arrive peut-être à l'immunité collective. Et donc, toutes les mesures qu'on prend maintenant, qui sont le masque et la bulle, qui ne paraissent pas fort efficaces quand on voit le comportement des gens, pourraient être, tout ça, enfin, l'évolution des graphes actuels pourrait être expliquée par le problème, par l'immunité collective qui est présente. Monsieur Emmanuel André a expliqué que le côté exponentiel du problème, si on passe de 1 à 2 à 4, je vais prendre une population, c'est une population de 100 personnes, avec 20 personnes qui n'ont pas fait le virus, et qu'on met quelqu'un de malade dedans, on aura 20 personnes de malades. Si chaque personne transmet à 20 autres, on passe à 400 personnes en peu de temps. Si maintenant, dans la population, il ne reste que 2 ou 3 personnes malades dans ces groupes de 100 personnes, la personne malade va arriver et va contaminer 1 ou 2 personnes. Si on a un cluster, ça va monter un peu plus vite. Mais la contamination va se faire lentement. Et l'effet plateau qu'on a maintenant pourrait très bien être expliqué par cet état-là. Alors, il y a un autre petit point, puis je laisserai la parole à Caroline. Le taux de mortalité actuel du virus, on est à 2,4
décès par jour. Les gens n'ont pas l'habitude des chiffres. La grippe, quand on voit annuellement, on compte environ entre 1000 et 1500 décès par an. 1500 décès sur une période de 10 semaines, ça veut dire une moyenne de 20 décès par jour pour la grippe. Donc 10 fois plus que le coronavirus actuel. L'épidémie de grippe, on laisse vivre les gens. On ne les bloque pas comme maintenant avec des mesures qui stressent tout le monde et qui vont avoir des complications énormes au niveau décès et qualité de vie après, qui vont être certainement beaucoup plus catastrophiques que le coronavirus de maintenant. Merci Stéphane Norman. Alors, on est déjà là dans vraiment le débat sur les mesures qui ont été prises. Le temps passe. Peut-être je vais vous demander à tous les deux, et d'abord à Caroline maintenant, tiens, par rapport au vu de la situation que nous connaissons, qu'est-ce que vous suggéreriez, recommanderiez pour mieux gérer cette traversée de crise que nous avons à réaliser ensemble? Alors, moi, j'ai envie de dire, j'avais fait une suggestion que j'avais envoyée à des hommes politiques, mais qui ne l'ont pas suivie au mois de mai. Alors, je ne suis pas sûre que je donnerai la même maintenant. Au mois de mai, je leur avais dit, si on voit qu'il n'y a pas de mortalité associée à la circulation du virus, je vous recommanderais de faire circuler le virus parmi la population qui n'est pas à risque pour pouvoir suivre. Et justement, on aurait pu valider à ce moment-là l'idée de savoir si oui ou non, on n'est pas une immunité de groupe et qu'on aurait sous-estimé parce que c'est un concept qui est très théorique et qui est difficile à quantifier et à vérifier en tout cas, justement parce qu'il y a les sérologies, il y a les lymphocytes, il y a l'immunité croisée, il y a les hétérogénéités de groupes qui sont très compliquées. On aurait pu avoir la réponse en fait à cette question si on avait fait ça cet été, ce qu'on n'a pas fait. C'est un choix. Mais j'ai envie de dire, moi j'aurais envie de suggérer d'essayer de le faire, de faire très attention à être protégé parce qu'on ne peut pas être sûr les personnes qui sont vraiment à risque et d'essayer de ce qu'on n'a pas vraiment fait jusque maintenant et surtout pendant le confinement et d'essayer de lâcher un maximum parmi les populations qui ne sont pas vraiment à risque parce que soit on va confirmer qu'on est en fait bien plus proche de l'immunité de groupe qu'on ne le croit, soit on va participer à la créer et à s'éviter de se retrouver au mois de décembre avec une situation où les gens, où là on va se retrouver vraiment avec l'épidémie de grippe, avec tous ces virus, etc. et une situation ingérable et qui va en plus être ingérable si on maintient les mesures telles qu'elles sont recommandées. Parce qu'avec cette technique d'isolement, je ne sais pas trop quoi, quand on va avoir tous les virus qui induisent des symptômes grippaux en même temps, c'est le pays entier qui va se retrouver coincé avec des gens qui vont être isolés à la maison avec leurs enfants, alors qu'ils n'ont juste rien qu'un bête rhinovirus, mais que peut-être ils font une réaction un peu plus importante. Et ça peut vite coincé. Il y a 3,5 millions de foyers en Belgique avec des enfants sur 4, c'est 3 millions sur 4,5 millions. Je veux dire, je ne sais pas si on imagine le nombre de cas que ça peut donner en même temps en hiver et de foyers isolés en même temps pour rien, quoi. Si je peux rajouter un petit chiffre. Donc, il y a eu au tout début de la crise un bateau japonais, le Princess Diamond, qui a été bloqué longtemps dans le port, sur qui on a pu faire énormément de testing chez les passagers de ce bateau. Sur les 3700 membres du bateau, on a eu environ 700 cas positifs, dont la moitié asymptomatiques. Si on fait le rapport entre les 700 cas positifs et les 3700 personnes qui étaient à bord du bateau, qui ont vécu ensemble pendant un bon bout de temps, donc ça, le virus s'est mélangé, ça fait 19% de gens contaminés. Donc on est tout près du chiffre qu'on a en Suède et qu'on a probablement chez nous. Ok, donc dans les deux cas, votre recommandation, ce serait de tester davantage l'immunité collective. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Emmanuel André, Eric Havelig, Emmanuel? Donc, je pense que cette notion d'immunité collective, c'est quelque chose, c'est une notion, c'est un concept qui est utilisé pour contrôler énormément de maladies. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on utilise, mais qu'on utilise de façon rigoureuse et contrôlée. Oui, quand on a suffisamment de personnes qui sont immunisées dans une communauté, eh bien c'est autant de freins à la transmission. Et donc, oui, à ce moment-là, on peut rentrer dans un mode de transmission du virus beaucoup plus faible, voire qui diminue totalement. On a réussi à le faire avec un certain nombre de pathogènes par le passé. Alors, la question de savoir si avoir une politique
beaucoup plus laxiste en termes de mesures pourrait exister, mais évidemment que la question peut se poser. Et on prend souvent l'exemple de la Suède, en disant mais la Suède, ils ont été tout à fait laxistes. Quand on regarde un peu ce qui se passe en Suède, les rendez-vous de plus de 10 personnes sont interdits. Les restrictions individuelles sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je pense que ce qu'il faut aussi mesurer, c'est le risque qu'on prend. Alors oui, quand on fait des calculs, on peut se dire que tout le monde ne sera probablement pas infecté. Ça, c'est le cas avec un certain nombre de pathogènes. Il y a beaucoup de gens avec d'autres pathologies où, oui, 100% des personnes qui seront exposées au virus ne seront pas infectées. Et on sait par rapport à ce virus que c'est le cas dans des familles où le virus circule, tout le monde n'est pas systématiquement infecté. Donc cette notion-là, elle est connue. Mais pourtant, on sait que d'autres pays qui ont traversé, et prenons la France, ça c'est un exemple qui est très proche de nous, qui ont traversé une première vague aussi de façon importante, qui ont eu cette accélération de la transmission pendant l'été, au début de l'été, et qui, à ce moment-là, n'ont pas pris les mêmes mesures que nous. Alors, qui a eu tort, qui a eu raison, le débat n'est pas là, mais en Belgique, il y a eu, et ça a été vérifié, un certain nombre de comportements qui ont été modifiés dans le but de diminuer la transmission. En France, c'était aussi d'abord la population jeune qui ont occupé le virus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? C'est que maintenant, de nouveau, le virus se transmet dans des populations qui ne sont plus les jeunes, qui sont, comme on est tous d'accord, beaucoup moins à risque de formes compliquées de la maladie, mais chez les personnes plus âgées. Et donc, c'est seulement maintenant, après des semaines et des semaines d'amplification du problème en France, que ça déborde vers les populations les plus âgées. Et c'est au moment où ça déborde qu'on se rend compte que c'est grave, c'est au moment où ça déborde que la circulation est redevenue massive. Et donc, je pense que la question théorique de savoir est-ce qu'on pourrait prendre beaucoup plus de risques pour la santé, la question de pondérer les effets négatifs de toutes ces mesures, c'est évidemment un débat qui est nécessaire et c'est un débat qui est toujours mené, mais les choix aujourd'hui de notre société, ils ont été portés vers protéger et essayer de libérer le plus possible tout en gardant le contrôle sur les choses. Ça, c'est le choix qui a été fait. On peut faire d'autres choix. Et je pense que si demain, un autre gouvernement, sait-on jamais qu'en Belgique on en ait un jour, décide d'avoir une politique beaucoup plus laxiste et de libérer toutes ces règles, mais oui, on pourra faire cette fameuse observation que vous demandez, mais je pense, et ça c'est mon point de vue personnel, qu'on n'est pas encore assez certain que ce type de laisser-faire ne va pas causer encore plus. Et donc, le principe de précaution, il peut s'appliquer. Il s'applique aussi de façon beaucoup plus, et je sais que vous allez réagir à ça, le principe de précaution, c'est aussi la santé mentale des gens. Donc, il ne faut pas penser que la façon dont vous définissez l'expert, c'est l'expert qui totalement hermétique, qui veut absolument contrôler le virus et que c'est sa seule métrique. Non, c'est absolument pas le cas. On n'aurait pas travaillé de la façon dont on a travaillé. Mais oui, c'est vrai que ce sont des choix et c'est notre avis avec le peu de connaissances qu'on a qui est pour l'instant celui-là. Vous analysez les chiffres. Madame Blic, peut-être en réaction aux différentes interventions. Alors, tout petit point, parce que l'équilibre avec les effets collatéraux. Moi, je fais juste une toute petite parenthèse pour dire que je suis d'accord avec Monsieur André sur le fait que je dis que pour moi, ça ne peut se faire que si on protège très bien les personnes à risque et qu'il n'y a pas de certitude, mais que ça pourrait être envisagé. Et là, je vais prendre le point quand même sur les écoles. Les enfants dans les écoles en Suède n'ont jamais fait aucune différence, ni dans aucun pays. Il n'y a pas de preuve que ça ait un impact sur la transmission et sur la dynamique de l'épidémie. Je m'arrête. 30 secondes de remarque, si vous voulez bien, concernant la France. Ça ira très très vite. Si on analyse les chiffres généraux de la France, je suis d'accord avec M. André. Si on analyse avec précision les chiffres de la France, dans le Grand Est, il n'y a pas de reprise. Dans la région parisienne, il y a très très peu de reprises. La reprise principale se fait dans le sud et dans la région de Marseille, où le docteur Raoult a fait un testing énorme, comme dans les pays
comme le Luxembourg et l'Allemagne. Le taux de mortalité dans ces pays-là est à 250 pour le moment au niveau des Bouches-du-Rhône, un département de 2 millions d'habitants. Donc des chiffres nettement inférieurs à ce qu'on a en Belgique. Et la reprise de l'épidémie pour la France se fait surtout dans le sud, du côté de Marseille. Okay. Merci. Oui. Madame Blic, c'est à vous Oui, cette fois. alors, merci. Il n'y a pas seulement la France, il y a aussi l'Espagne, où là, il y a quand même forte circulation dans beaucoup de côtés depuis tout l'été déjà, qui a freiné, enfin, qui a tardé, et où on voit maintenant que, par exemple, au Madrid, il y a vraiment un remplissage à nouveau des hôpitaux, mais aussi des usines. Donc, ce n'est pas imaginaire, ça existe. Et c'est aussi un pays qui a été atteint assez fortement dans la première vague. Encore une petite note sur l'idée, parce que comme Emmanuel dit, ce n'est pas que nous n'avons pas laissé passer toutes les hypothèses dans la tête, mais essayer de faire circuler le virus dans les jeunes, d'abord, ça va se passer, ou ça se passe déjà d'une certaine manière. Hein. On ne peut pas bloquer, on ne vit pas dans un pays stérilisé. Donc, ça existe, ça circule déjà un petit peu chez les jeunes, plus qu'avant, mais c'est extrêmement difficile de les compartimentaliser et de séparer des gens à risque, parce que les gens à risque, ça peuvent être aussi, par exemple, moi, si j'avais un problème de diabète compliqué, par exemple, c'est pas seulement les gens dans les maisons de repos, donc c'est beaucoup plus facilement dit de protéger les gens à risque, parce qu'il y a toute une série de gens qui sont dans la vie active où c'est très, très, très difficile de leur protéger. Donc, c'est pour ça aussi que nous estimons que c'est quand même important de garder la circulation entre les jeunes un peu sous contrôle, en sachant que ça circule en tout cas. Mais encore une chose, sur les contacts, une étude de notre université à Anvers sur les contacts a vraiment montré que, bien entendu, à partir du mois de mai, les gens ont repris un petit peu de contact, surtout les jeunes, mais pas du tout jusqu'au niveau avant Covid. Donc, ça veut dire que bulle avec une bulle ou sans bulle ou avec la croissance de la bulle, etc., les gens ont changé jusqu'à présent encore leur comportement. Et ça explique aussi encore un peu pour nous que ça garde encore dans une certaine balance. Et si le concept du bulle n'est pas clair pour tous les gens, le concept c'est de ne pas voir les gens de trop proches. Voilà. Mais donc, je pense qu'il est temps. Donc, je vais m'arrêter ici. On ne vous entend pas. Oui, juste avant. Ouais. Voilà, j'ai oublié de rebrancher mon micro. On a en effet déjà passé l'heure de discussion. Je voudrais peut-être juste pour envoyer à chacun une question, mais avec une demande de réponse très brève. C'est une question aussi qui me vient d'Isabelle Potier par Facebook, qui dit, ben voilà, on l'a constaté, on l'a évoqué, il y a des doutes ou voire une méfiance des citoyens aujourd'hui par rapport aux décisions qui ont été prises, de certaines d'entre elles. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui recréer davantage de confiance ou d'adhésion par rapport à la manière avec laquelle la crise est gérée ou notre capacité à la traverser? Quelle serait votre principale suggestion par rapport à ce point-là? Et je vais vous proposer à tous les quatre de répondre, mais de façon très brève, en commençant par Caroline. Moi, j'aurais envie de dire, pour moi, il y a vraiment la simplification du message et s'assurer qu'on est honnête et qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Il faut essayer de communiquer pour que les gens comprennent et qu'on réfléchisse en se disant, voilà, si ça devient trop compliqué, restons simples, même si on prend un peu plus de risques, au moins ça, on est sûr que ça, c'est compréhensible. Et je pense que dans la stratégie de la Suède, c'est ce qu'ils ont le mieux réussi, c'est qu'ils sont restés sur des choses qui étaient relativement simples, avec le risque que ça comportait, et on voit que, quelque part, ils respectent extrêmement bien, parce que c'est acquis, parce que ça fait 8 mois, parce qu'effectivement, il y a certaines mesures qui sont plus contraignantes, en fait, que chez nous, ce que les gens ignorent, mais ça fonctionne.
globalement, je vais dire, c'est Ok. pas le meilleur résultat, mais globalement, ça fonctionne et ça a fonctionné en soi quelque part mieux que chez nous d'une certaine façon, si on voit ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Stéphane Orman. Oui. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne demanderait pas aux personnes à risque qu'on essaye de protéger ce qu'eux veulent? Moi, dans ma patientèle régulière, quand je vais en visite chez les personnes âgées, ils sont prêts à prendre le risque d'avoir la maladie pour reprendre les gens dans les bras et reprendre les petits-enfants sur les genoux. Et la bulle de 5 interdit ça. Et ce sont des gens qui sont très, très, très malheureux et qui ne veulent plus être protégés. Plus écouter les gens. Oui. Emmanuel André. Je crois qu'en fait, on est d'accord sur ce qu'il faut mieux faire et sur c'est prendre en considération beaucoup plus d'éléments, être maintenant dans des objectifs et des choix qui sont mieux compris, qui font sens aussi par rapport au projet d'une société, au projet aussi de chacun. Et donc, voilà, c'est retrouver ces fameux équilibres, mais en impliquant beaucoup plus les personnes. Puisque aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation de crise d'urgence aiguë, on est dans un projet collectif à long terme. Et ça, il faut le penser. On sait que notre société est très, très hétérogène, mais il y a certains dénominateurs sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Et ça, c'est vraiment le défi de ces semaines-ci. Merci. Et on peut rappeler peut-être que au début de la réflexion sur le déconfinement, il y avait eu la proposition d'organiser un panel de citoyens pour pouvoir aussi tester les mesures prises. Ça n'a pas été fait à l'époque. Peut-être que c'est encore quelque chose qui pourra servir dans le futur. Madame Vlick, le mot de la fin pour le panel. C'est bien gentil. Mais oui, pour moi, quand même, on est bien d'accord qu'il y a trois choses très importantes. C'est d'abord d'expliquer pourquoi, le but, où est-ce qu'on pense d'y aller et comment, de simplifier les mesures. C'est aussi vrai que la traduction d'un conseil vers une gestion et une politique, ce sont deux choses différentes. Et c'était parfois aussi pour nous frustrant de voir qu'on donne conseil sur une petite page et ça devient quelque chose de très compliqué, etc. Donc, c'est bien le moment de revenir sur quelque chose de reconnaissable, de simple. On est tout d'accord sur cela et d'harmoniser les choses. Et troisièmement, vraisemblablement, de demander aussi les gens, bien que ce n'est pas si simple, parce que pour un patient qui dit « Ok, donne-moi la liberté et je suis prête à me laisser infecter », il y a d'autres qui ont beaucoup de soucis pour eux-mêmes ou pour leurs membres de famille, etc. Donc, il y a une grande hétérogénéité, mais quand même, donner aussi des suggestions. Il y a beaucoup de suggestions très créatives de la population, des jeunes, des groupes, etc. Donc, c'est ça qu'on veut avoir et qu'on veut recevoir du champ de travail, etc. Donc, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ça, au moins. Merci. Et en effet, vous faites bien insister sur le fait que les gens, avec un grand L et un grand G, ça n'existe pas et qu'il y a énormément de diversité dans la manière de percevoir, de réagir, de ressentir les choses, de penser à la fois à la crise elle-même et ce qu'il y a lieu de faire au sein de la population. Donc, il faut aussi tenir compte de cette diversité-là. En tout cas, un grand merci à vous quatre d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés ou qui nous réécouteront dans les semaines qui viennent. Peut-être rappeler pour finir que ce débat était donc le premier d'une série. Pas jeudi prochain, mais les 3 jeudis suivants, avec des débats qui seront là peut-être plus concentrés sur des thématiques particulières. Il y en aura un sur la prise en compte de la santé globale, au-delà de la dimension geste barrière, justement. Ça a été effleuré à un moment donné. Il y aura un débat sur la question de la justice sociale et des droits fondamentaux dans le cadre de la gestion de la crise. Et puis un débat plus centré sur justement la prise en compte des réalités de terrain, des avis des uns et des autres par rapport aux mesures qui sont prises. Voilà, donc à vous revoir pour d'autres débats à d'autres moments. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.